Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et bonjour Elisabeth Quint. Bonjour, j'ai failli dire bonsoir. Ah oui, vous avez l'habitude. Bonjour Valérie, bonjour Gilles. On est ravis de vous recevoir. Alors vous êtes un petit peu enroué, comme nous traînons ces rhumes. Voilà. On est ravis de vous recevoir. On a l'impression d'être plus intelligent quand on vous voit, Elisabeth. Ou quand on regarde son documentaire. Quand on regarde votre documentaire, on va parler évidemment de ce documentaire qui va passer ce soir sur Arte à 23h20. Mais allez le voir sur le replay, sur la plateforme. On dit plus replay, hein, c'est ça? Non, on sur dit sur la plateforme arte.tv. Alors il y a franchement Arte, il y a des choses exceptionnelles, des fictions incroyables. Los Años Nuevos, je fais la promo d'Arte pendant que vous êtes là. Et ce documentaire, alors. Édouard Abbey n'est pas forcément très connu en France, mais c'est un personnage exceptionnel que vous nous faites découvrir ou redécouvrir. Édouard Abbey, naturellement subversif, tout est dit dans le titre. On va en parler dans un instant. Et puis 28 minutes, magazine d'actualité que vous présentez du lundi au jeudi. Renaud Dely reprend le relais le week-end et hier soir, record d'audience. Mais oui, 4,1% d'audience avec un pic à 1 480 000 spectateurs. Faites autant qu'Hanouna. Qui ça? Je ne sais pas de qui vous parlez. Mais comme quoi on peut faire de l'audience avec de la culture intelligente. Avec de la culture, avec des débats apaisés, avec l'écoute, avec tout ça. Bien sûr, on en est totalement convaincus depuis 2012, je vous rappelle. Nous ne sommes pas des perdreaux de l'année. Et vous avez la même énergie, la même... Moi-même? Oui. Toujours plus. La même appétence, de plus en plus de curiosité, d'amour de faire. Oui, c'est très étonnant, je m'inquiète moi-même. Mais je suis pas prête à lâcher le truc. Tant mieux. Avec le poil gris et sans voix, je continue. Et donc, Édouard Abbey, alors si je dis le gang de la clé à molette, ça va peut-être évoquer des choses à un certain nombre d'entre nous, à ceux qui nous écoutent. Et donc, quand vous êtes arrivé, vous êtes allé voir Arte en disant on va faire un doc sur Édouard Abbey. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils m'ont regardé avec un sourire rêveur. Et ils m'ont dit oui. J'aurais dit voilà, merci. Donc, nous faisons ça 52 minutes, vous êtes des anges. Non, ils étaient emballés. Il y a des documentaires exceptionnels sur Arte, notamment tous les documentaires culturels, les artistes, etc. Et Édouard Abbey a plusieurs qualités. Immense écrivain qui a publié 22 bouquins entre les années 50 et 89, sa mort. Il est mort très tôt, il est mort à 62 ans. C'était un Américain de l'Est des États-Unis, mais qui a découvert l'Ouest américain à la fin des années 40, après la guerre, et qui a eu un éblouissement absolu pour ces régions qui sont des merveilles, des sortilèges géologiques. L'Arizona, l'Utah, le Nouveau-Mexique, mais surtout l'Utah et l'Arizona. Et il a écrit 22 bouquins, des romans, des essais, et il a écrit en 75 ce livre qui est devenu un espèce de manuel des castors juniors de la désobéissance civile, non violente, et certainement pas violente vis-à-vis des humains. La désobéissance civile au service de la préservation de l'environnement, du merveilleux environnement et de la terre qui nous soutient. Et le doc est magnifique, les images sont sublimes, les paysages. Co-réalisé par Jeremy Frey, à qui il faut rendre hommage, c'est lui qui a fait ces images exceptionnelles. Vraiment. Il était porté par l'émerveillement qu'il a ressenti là-bas. De l'Arizona. Il suffit, si vous avez traversé de Los Angeles pour aller à Las Vegas, vous traversez tout le Nevada, vous avez ces images-là. Moi, je me suis installé dans mon canapé. Moi aussi, je me suis laissé emporter par les images, par votre voix, par votre commentaire et par la découverte. Moi, j'avoue que je ne connaissais pas, moi, du tout. Moi non plus. Non, mais la puissance poétique et lyrique de ces écrits, c'était une puissance panthéiste. Et puis, l'humour absolument dingo. Non, mais vous avez un talent d'écriture qui fait que... Non, mais sérieusement... Mais rien à côté du sien, pardon. Oui, peut-être, mais... Remettons les choses en perspective. Mais moi, je me suis mis dans mon canapé, j'ai mis ça, et alors je me suis laissé emporter par l'écriture, la poésie, les images. Et puis par le personnage qui est dingue. Le personnage est fou, qui est un amoureux de la nature, qui observe telle feuille, tel animal, et qui est amoureux de regarder la nature autour de lui. Amoureux du vivant. Un type charismatique, qui a véritablement déchaîné les passions. Alors, il y a des gens qui étaient très anti-Abbey, parce que le mec était un provocateur, donc il y a des gens qui trouvaient qu'il était un peu trop sexiste, peut-être phallocrate, un espèce de mâle blanc. Bon, bref. Et puis, il y a quand même eu la majorité des gens qui le lisaient, qui le suivaient, qui écoutaient ses conférences. Il a enseigné, tout en écrivant.
Il était aussi ranger, il travaillait dans des parcs nationaux et il avait une espèce de capacité, de force de conviction liée à son intelligence hors norme. Il avait fait des études de philo, c'était un mec brillantissime, qui avait le sens de la formule absolument géniale. Une formule que je cite, il disait: la croissance pour la croissance, c'est l'idéologie de la cellule cancéreuse. Ouais. C'est pas mal, non? Gabriel Zucman pourrait la reprendre. Et autres économistes. Mais c'était très précurseur en plus. Et c'était un pionnier. Alors, il baignait quand même dans un contexte des années 70, 60, 70. Où il y avait déjà cette prise de conscience. De la contre-culture, toutes les réflexions autour de l'écologie, le féminisme, la croissance. Moi, ça m'a fait penser au beatnik, un peu à cet esprit-là. Il y avait tout ça, il y avait toute cette imprégnation. Mais lui a mis tout ça au service de la défense de l'environnement à travers des textes qui étaient sublimes et qui inspiraient les gens. Qui inspirait les gens à aller dehors, à aller marcher. Et il disait: il faut marcher. C'est pas il faut rouler en bagnole, c'est il faut marcher seul ou pas, avec cette espèce de dignité que confère la marche, et marcher sous les étoiles, marcher sous le ciel, marcher au milieu des végétaux, marcher en croisant un oiseau, un coyote, un truc, voilà, marcher dans le vivant, dans la nature, quoi. On va passer au zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, hier, ça a été la douche froide pour la famille du journaliste Christophe Glaise, emprisonné en Algérie. Hier avait eu lieu son jugement. Évidemment, après la libération de Boualem Sansal, sa mère, la mère de Christophe Glaise, était plein d'espoir. Espoir déchu, elle était dans le 20h de France 2. Vraiment, on ne s'y était pas préparé parce que on avait cru qu'il y avait des apaisements dans les relations franco-algériennes et on est vraiment atterré. Il avait été condamné à 7 ans de prison en première instance en juin dernier. Que reproche la justice algérienne au journaliste français de 36 ans? Un reportage sur ce club de football algérien, la jeunesse sportive de Kabylie. Son président avait fait partie du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, considéré comme terroriste par Alger. Devant les juges aujourd'hui, le journaliste a demandé pardon. Je demande la clémence de la Cour. J'ai commis beaucoup d'erreurs journalistiques. Je n'ai qu'une seule douleur, celle d'être coupé de ma famille. Je demande à pouvoir la retrouver. Ce matin, Emmanuel Macron s'est dit inquiet pour Christophe Glaise dans une déclaration. Oui, il faut se mobiliser. On en a beaucoup parlé ce matin et c'est vrai qu'il y a eu une très forte mobilisation pour Boualem Sansal, écrivain, et que Christophe Glaise a été un peu laissé de côté. Alors j'ai entendu qu'il allait se pourvoir en cassation et demander une grâce présidentielle. Et effectivement, vous avez raison, il faut se mobiliser, signer des pétitions pour inadmissible journaliste ou pas journaliste, citoyens que nous sommes. Qu'un individu soit en prison pour des raisons aussi politique et absurde, c'est inacceptable. Pour 3 jours, le président Emmanuel Macron est en voyage officiel en Chine. Je ne sais pas si vous en parlerez sur Arte. Vraisemblablement ce soir. Oui. Ah, ben vous voyez, je vous devance. Accompagné de plusieurs, vous allez pouvoir dire, mais je vais vous raconter un truc qu'on m'a raconté. Accompagné de plusieurs ministres et de patrons français. Alors, à cette occasion, hier, France 2, oui, encore France 2, a diffusé un reportage sur l'usine du futur. Alors, écoutez bien, Valérie et Elisabeth. Alors, ça s'appelle une Dark Web Factory, donc une usine dark. Pourquoi? Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de chauffage, il n'y a presque pas d'employés, il n'y a que des robots. Nous avons rendez-vous chez un constructeur automobile, symbole de la nouvelle révolution industrielle. Car entrer chez Zeekr, c'est plonger dans un univers futuriste. Pas d'éclairage, et pourtant l'usine tourne à plein régime. Tout est automatisé, même les chariots qui transportent les pièces détachées. On ne compte qu'une centaine de personnes au travail, beaucoup moins que les robots, 885 au total, un véritable décor de science-fiction. Il y a très peu d'ouvriers dans les allées, c'est l'obscurité quasi complète, il y a simplement des petites lumières qui indiquent que derrière les palissades de sécurité, les machines fonctionnent et on entend ces centaines de robots qui en ce moment fabriquent des éléments des voitures électriques. Le directeur le confirme, pour atteindre ses objectifs, jusqu'à 1200 voitures par jour produites dans ces couloirs, les robots n'ont besoin ni de lumière ni de chauffage. 885 robots pour 100 hommes. 100 hommes. 100 hommes.
Oui, il n'y a pas de liaison parce qu'il n'y a pas d'assassin. Non, mais un cauchemar absolu. C'est un cauchemar, hein, c'est effrayant. Alors, quand on entend ça, on a envie de dire aux gens qui ont des enfants, vous savez quoi, incitez-les à faire des métiers de la main. Bah oui. L'artisanat, la céramique, brodeur, jardinier, etc. Non, mais métiers que les robots, a priori, ne pourront pas faire, plutôt que de lutter contre quelque chose contre quoi il me semble impossible de lutter, c'est asymétrique. Je pense qu'il vaut mieux essayer de passer par des voies comme ça, un peu subreptices, et vraiment se dire, il restera quelque chose, outre la poésie et ce genre de domaine, la main. Voilà, les arts de la main que les robots dont ils ne pourront jamais s'en emparer, parce que votre truc là, il est terrifiant. Oui, mais ils pourront faire de la broderie, des choses comme ça. Voilà, tout à l'heure, je vais vous parler de quelque chose d'incroyable aussi. Vous voulez nous donner le moral? Oui, c'est ça. Alors, on va parler évidemment de votre documentaire sur cet amoureux et observateur de la nature, fasciné par ce spectacle. Alors, je vous conseille un autre doc qui a été diffusé cette semaine par Arte. Alors, il est formidable, Valérie. C'est sur le phénomène et surtout l'histoire du véganisme dans le monde. Et vous allez voir, ça date pas d'hier. J'ai été végétarienne toute ma vie et je suis végane depuis 6 ans. Nous avons l'opportunité 3 fois par jour de décider de ce qu'on fait de notre planète. Vous pouvez avoir un impact si, une fois par semaine, vous ne mangez pas de produits d'origine animale. Est-ce que vous êtes végétarien ou végétarienne? Si oui, alors vous faites partie des 8% d'Européens qui déclarent aujourd'hui ne manger ni viande ni poisson. Un choix qui n'a rien d'une mode ou d'une tendance passagère. Car la première communauté à avoir tourné le dos à la chair animale existait il y a 2600 ans en Inde. Les Jains sont les premiers végétariens avérés de l'histoire. Et ils le sont toujours. Leur fondateur était un homme nommé Mahavira. Il a renoncé à son statut aristocratique et à ses biens matériels pour purifier son âme. Il a aussi fait de la non-violence un précepte absolu. Voici le message de Mahavira. Nous devons protéger chaque créature sur cette terre. Car si une créature veut vivre, nous n'avons pas le droit de la tuer. C'est la principale raison pour laquelle la viande est interdite dans la religion Jain. Parce que la seule possibilité d'en avoir, c'est de tuer un être vivant. Tout comme vous, aucun animal dans ce monde ne souhaite mourir. Vous connaissiez apparemment... parce que je vous ai vu réagir. Oui, j'avais entendu parler de ça et effectivement, ils poussent ça jusqu'à des extrémités qui font qu'ils ne tuent pas les insectes. Il leur arrive même de se mettre sur le visage des voiles pour ne pas risquer d'absorber un insecte, ce qui évidemment entraînerait la mort de l'insecte. Il y a des très beaux temples Jain en Inde. Mais le moins intéressant aussi, c'était non-violence. Ouais. Voilà, c'est le mot de la non-violence qui me ramène à Édouard Dabet, l'objet de mon documentaire, parce que la non-violence, ça va avec la désobéissance civile et c'est la non-violence vis-à-vis des humains et du vivant au sens général du terme. Et je vous conseille au passage un très beau livre, peut-être que vous en avez parlé dans votre émission, Les nazis à table d'Antoine Dreyfus. Je ne sais pas si vous avez vu ce livre qui est passionnant et qui raconte de quelle manière la nourriture a structuré également le projet d'Hitler et comment lui-même était vegan. Lui ne mangeait pas de viande du tout. C'est un livre passionnant qui est paru, je crois, au Cherche Midi. Déjà le jour 3 du calendrier de l'Avent. Vous n'avez toujours pas de calendrier d'Avent? Si, j'en ai un. Il y avait quoi dans la case 3? C'est des petites décos, en fait. Ah bon, d'accord. Même pas de calendrier. On m'en a offert un. Voilà, des décorations de Noël. Bon, demain, ce sera le jour 4. Les villes se sont parées de leurs plus beaux atours. En tout cas, certains avaient leur sapin dès novembre. Ils avaient préparé leur déco. Vous savez quoi? Il y a une étude relatée par le site Le Démotivateur qui raconte que décorer en avance en dit long sur votre personnalité. Selon la science, décorer tôt sa maison pour Noël en dit long sur la personnalité. Chaque année, de plus en plus de foyers installent leur décoration de Noël dès novembre, parfois même plus tôt. Selon le psychologue Erlanger Turner, certaines personnes décorent si tôt parce qu'elles sont profondément sentimentales et attachées aux souvenirs heureux de leur enfance. D'après lui, ce comportement reflète une anticipation constante des moments de joie et un désir de recréer ces instants festifs qui les ont marqués. Les études en psychologie environnementale montre que les maisons décorées tôt sont perçues comme plus chaleureuses et sociables, favorisant le lien avec le voisinage. D'un point de vue neuroscientifique, installer guirlandes et lumières stimule la dopamine, l'hormone du plaisir, apportant un véritable effet positif sur l'humeur. Mais pour certains, décorer longtemps à l'avance peut aussi traduire un besoin de contrôle ou une façon de compenser des manques émotionnels. D'après Erlanger Turner, la société de consommation amplifie ce phénomène. Films de Noël dès octobre et promotions qui prolonge artificiellement la saison des fêtes.
C'est joyeux pour vous les fêtes? Non, mais là, alors la société de consommation qui tourne à plein, les guirlandes dès le mois de novembre, et ce que ça bouffe en termes d'énergie, donc ce qui est très très mauvais pour la planète puisque ça consomme de l'électricité. Hein. Non, alors là, au secours. Ah bah oui, écoutez-moi, moi je me suis dit, j'ai quelqu'un d'Arte, je vais monter mon niveau du zapping. voilà le résultat. C'est Alors demain, ça va vous plaire Valérie, parce qu'en plus il est top, mais vraiment top, parce que des fois elle n'aime pas mon dernier son, qui est toujours un son musical. Nous avons de vrais différents musicaux. Ah oui. Alors demain sort le single du nouvel album de Gilbert Montagné. Il n'avait pas écrit depuis 12 ans. Ah non, mais vraiment. Donc demain va sortir un single. Écoutez, le point qu'on puisse dire, c'est que ça vous met en joie. Non mais écoutez. C'est un son pub un peu des années 70, non? C'est entraînant. Rétro nostalgique. C'est rétro nostalgique. Oui. Ça. Ouais. Non, bravo, vous l'avez dans la tête. Allez, il sera l'invité du Loft à la rentrée. Très bien. Elisabeth Quint est avec nous et vous restez avec nous pour écouter ce qu'elle a à nous dire sur ce documentaire qu'on vous recommande. Édouard Abbé, naturellement subversif, les premiers redécouvrir ou découvrir cet écrivain de l'écologie pacifiste, c'est important. Il était surnommé Cactus Head. Absolument. Oui, d'abord parce qu'il adorait les cactus. Il y a beaucoup de cactus dans le désert. Il y a beaucoup de cactus oui, absolument. Mais surtout parce qu'il était piquant, tout simplement. On y revient avec vous dans un instant. À tout de suite. Cette année, la radio officielle du Père Noël, c'est Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Elisabeth Quint, que vous retrouvez évidemment dans l'excellent magazine d'Arte 28 minutes tous les soirs du lundi à 20h05. Alors de lundi au jeudi, c'est Elisabeth Quint et le vendredi, c'est Renaud Dely. Oui. Et vous signez ce documentaire Édouard Abbé, naturellement subversif. Peut-être que, encore une fois, si je rappelle le gang du de la clé à molette, j'ai du mal à le dire. Ça fait tilt peut-être. Et donc ce doc qui est vraiment, Gilles l'a dit, hein, quand on allume, quand on met les premières minutes, on est happé par les images et puis par ce personnage singulier qui vous parle d'écologie. Vous allez retrouver des images d'archives, évidemment. Bien sûr. Déjà des images d'archives de lui, puisqu'il est mort en 89. Oui, c'est ça. Il est mort jeune, d'ailleurs, il est mort à 62 ans. Il est mort, je l'évoque à la fin du documentaire, d'une manière absolument démentielle, romanesque, illégale. Il avait tout prévu, il avait tout écrit. Sa veuve nous a montré son testament. Il avait dit, je dois un corps à la terre, cette terre qui m'a porté, et je rendrai ce corps à la terre. Mais révélez pas la fin, parce que moi j'étais cueilli. Moi j'étais cueilli par ça. Ça a été un moment dont ceux qui nous en ont parlé nous en parlent, et on le voit encore les larmes aux yeux 35 ans plus tard. Et c'est vrai qu'il a eu une vie donc intense, dense, 62 ans, 22 livres, et un legs par rapport aux générations futures considérable, c'est-à-dire une manière d'envisager l'écologie, la militance, la lutte écologiste, dans la joie. Dans non la punitive, joie encore une fois. Alors, mais le mot n'existait même pas. Le mot n'existait pas. Mais c'était dans l'amour de la nature, c'était ça. Dans l'amour, dans l'envie d'exalter la notion de marcher dans la nature, d'aller au cœur de la nature, de s'émerveiller. Il était phénoménalement pédagogue. Il décrivait le vivant d'une manière exceptionnelle. C'est un poète, hein, c'était vraiment un poète. Il supportait pas qu'on le dise. Il voulait qu'on dise que c'était un grand romancier. Mais c'était quand même un grand écrivain naturaliste, comme il y a eu tellement de grands écrivains naturalistes aux États-Unis. Et puis surtout, il envisageait l'écologisme, la lutte écologiste, avec joie et avec humour. C'est ça. Et c'est pour ça que ça a tellement plu à des gens comme José Bové, qui témoignent dans le film de manière assez... Il est vachement truculent, il est très très drôle, Bové. Et d'ailleurs, il a des formules. Je ne vais pas les dévoiler. Non, il faut regarder parce que c'est génial. Et Bové dit, mais moi j'éclatais de rire à chaque page. Et c'est ça qui m'a incité. C'est-à-dire, c'est l'enthousiasme et la joie féroce, corrosive d'Abbé, qui m'a donné l'énergie d'aller à mon tour sur le terrain sans jamais faire de mal à personne.
et en mettant les rieurs de mon côté. Et ça, c'est fondamental. Ouais, et vous avez une autre interview forte dans le documentaire qui est Paul Watson. Que j'ai interviewé, on l'a filmé en février dernier, 2 mois après sa libération, puisqu'il a été quand même emprisonné pendant 5 mois, rappelons-le, à la demande des Japonais, qui ne supportent pas qu'il lutte contre le braconnage des baleines et puis au passage ce que les Japonais font aux requins, qui n'est pas tellement mieux. Et Paul Watson rappelle dans le doc que d'une part, il a rencontré Édouard Abbey dans les années 80, que deuxièmement, Abbey l'a époustouflé par son humour inflexible, sa malice, sa joie de vivre, ses écrits, sa poésie. Il a donné d'ailleurs le nom d'Édouard Abbey à un de ses bateaux. Et ce qu'il dit aussi, qui est merveilleux, c'est que dans le dernier roman d'Édouard Abbey, qui a été publié en 90, juste après la mort d'Abbey, il est mort 2 mois après, Paul Watson apparaît comme personnage, à la toute fin du livre, comme un hommage. Oui, ils ont la même philosophie. Alors, ils ont la même philosophie. Alors, Watson a peut-être un peu moins d'humour qu'Édouard Abbey, a priori. Watson, c'est un guerrier, c'est vraiment un éco-guerrier. Abbey était un homme libre. Abbey se méfiait un peu des chapelles et de ce côté éco-guerrier. Il était plus souple, il était plus plastique, il était plus contradictoire, plus paradoxal. C'est pour ça qu'il était fascinant et qu'il vous a fasciné. Oui, c'est fascinant, c'est le mot, c'est fascinant. Il était charismatique, il était incroyable. Mais effectivement, il partageait la même idée. On ne fait de mal à personne, certainement pas à des êtres humains. C'est pas du terrorisme, ça peut être du sabotage. Uniquement si on n'a pas réussi à obtenir une modification par la loi, par le vote, par la conviction, en convainquant les institutions. Alors là, peut-être, un petit peu de sabotage, juste... parce que le gang de la clé à molette, c'était ça. C'était des pieds nickelés qui prennent des clés à molette et un petit peu d'eau sucrée pour aller verser dans les moteurs, des énormes machines-outils, histoire de dire, il y en a marre des que la machine capitaliste qui se livre à la déprédation de la vie sauvage, quoi. Mais il y a aussi dans ce documentaire à la fois la force de votre écriture et la force de votre récit qui change beaucoup de choses. Et moi, ça m'a fait penser évidemment à Paris Première. Moi, je regrette aussi cette époque où vous faisiez des critiques de films sur Paris Première ou à Cannes. Je vous écoute une des critiques que vous avez fait. On est au 61e Festival de Cannes. Et vous avez vu l'exercice de l'État. Ça donnait ça sur Paris Première. Retour aux affaires, retour à la politique. Il y a 2 jours, Alain Cavalier avec Pater proposait un essai ludique et brillant sur le jeu de rôle des politiciens. Aujourd'hui, changement de registre avec l'exercice de l'État du jeune cinéaste Pierre Scheller. Il montre l'impossible, la tragique non-rencontre de 2 corps. Celui d'un ministre des Transports, joué magnifiquement par Olivier Gourmet, et celui de son corps électoral, c'est-à-dire des hommes et des femmes faits de chair et de sang, et qu'on voit de la chair et du sang dans ce film qui propose une réflexion. Elle aime pas ça réécouter, Elisabeth. Écoutez, est-ce que ça vous manque pas, les critiques de films? Ce qui me manque, c'est de me réécouter. Je ne suis pas sûre de me réentendre. Oui, mais écoutez, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. C'était génial, cette époque. Mais j'adorais. Mais vous savez quoi? Alors, d'abord, c'était une époque. Moi, je travaillais sur une chaîne que connaît bien Valérie Expert, Paris Première, une chaîne qui ne coproduisait pas de films, où donc la parole était libre. Totalement libre. Elle n'était pas entravée, muselée, de manière plus ou moins sournoise, par ceux qui disaient non, mais ça va pas, on a mis de l'argent dans ce film. On produit des films. Donc on était libre et on était complètement incité. J'étais incité à avoir une parole totalement libre. C'est fini, cette époque-là est terminée. Vous continuez à aller au cinéma? Excusez-moi. Bien sûr, je continue à aller au cinéma. J'ai vu un film cette année. Je l'ai vu en février. Chef-d'œuvre absolu, un film chinois qui s'appelle Black Dog. Un homme et un chien. Voilà, j'en dirai pas plus. Pour moi, c'est le film de l'année. Vous ne pouvez plus le voir, il est plus en salle, mais en DVD, il existe. Alors, question un peu iconoclaste, est-ce que vous diriez, comme Michel Sardou, que vous n'aimez pas cette époque? Quelle époque? La mienne aujourd'hui? Mais si, il faut être métamorphique, il faut réussir à se métamorphoser et à se faire à l'époque. Mais il y a des choses que je déteste. Vous voyez, le téléphone portable, les réseaux sociaux, les machins. Voilà, ma fille qui a 23 ans, qui a une 3e main, c'est son téléphone portable. J'aime passionnément ma fille, mais tous ces gamins, mais malgré tout, je fais avec. C'est l'époque. Édouard Abbey, naturellement subversif, c'est sur Arte, 23h20, mais c'est évidemment... mais sur la
plateforme. Sur la plateforme, évidemment. Et regardez-le, vous vous dites, mais qui c'est? Redécouvrez ou découvrez qui était cet homme hors du commun, qui est fascinant. Ça vous donnera envie de lire. Oui, très, à la fois controversé, parce qu'il était... Et puissamment ensorcelant. Absolument, avec des images fabuleuses. Merci Elisabeth. Merci à vous. Et évidemment, le 28 minutes d'Arte à 20h05 qui cartonne. Il faut le répéter. Bonjour, cher Bonjour Perico. Valérie. Vous n'aimez pas l'époque non plus tellement. Ah, c'était mieux avant. Alors, mais c'est pas mieux avant, c'était beaucoup mieux avant et c'était beaucoup mieux avant. Bon, d'accord. Voilà, mais il y a encore des choses sympas aujourd'hui. Alors, de quoi allez-vous parler aujourd'hui? On y tournera quand il y aura la machine dans le temps. On va tenter de savoir si la condamnation à 7 ans de Christophe Glaise est une revanche contre la libération de Boualem Sansal ou si c'est faire monter la pression pour qu'on s'agenouille devant le président Tebboune. Monsieur le Président, s'il vous plaît, gracieux, voilà pour humilier un peu plus la France. Le Nutri-Score qui a été retoqué en deuxième lecture cette nuit à la demande de Madame la ministre de la Malbouffe ou de la Santé, je sais pas ce qu'elle est, Madame Stéphanie Rist. Enfin, c'est embêtant, on va voir avec le professeur Haribert comment ça se passe. Pourquoi la France insoumise veut-elle donner le vote à tous les étrangers? Est-ce que c'est pour provoquer un peu plus l'indignation des Français et faire gagner le RN? Et puis je recevrai notre confrère Pascal Perry, grand économiste, qui nous expliquera qui sont les présidents qui ont ruiné la France, ces présidents qui nous ont fait tant de mal, et qui va décrypter les processus économiques qui nous ont menés à la faillite. D'un commun accord, gauche-droite, tout le monde ensemble, après moi le déluge, en avant la musique. Eh ben, c'est un vaste programme, absolument. Dans un instant, Perico Légas, et nous on se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio. Avec Pierre Arditi. Ah oui. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.